Bonjour à tous. Alors, nous avons une très grande chance parce que vous n'avez pas à passer le bac, comme vous le savez. Il n'y aura pas de dissertation à faire ou de commentaires de texte à faire et donc, je ne suis plus tenu de vous y préparer. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de réfléchir. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que normalement, il eût fallu passer un certain temps à l'écoute du grand docteur Freud, puisque l'inconscient est au programme de tout le monde, de toutes les séries. Bon. Alors, nous n'allons pas passer un grand moment, nous allons y passer un petit quart d'heure, ce qui suffira bien amplement au sujet. Alors, pardon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux textes que vous avez dans votre manuel. Donc le premier texte est à la page 55, le texte sur le refoulement, et le deuxième texte est à la page 57, c'est le texte du bas, une justification indirecte. Alors, de quoi est-il question avec la psychanalyse? Premier point, il faut savoir dans quelles conditions c'est né. À la fin du 19e, un certain docteur Charcot, à la Salpêtrière, a commencé à soigner des patients. Alors c'était des patientes, évidemment, parce que seules les femmes sont névrosées. Nous autres hommes, n'est-ce pas, sommes d'une santé mentale de fer. Et le docteur Charcot utilisait l'hypnose. Il faut dire que jusqu'à la fin du 19e, les méthodes pour soigner les problèmes psychiatriques étaient relativement sauvages, voire même odieuses, ça conjoignait à la torture. Bref, donc le docteur Charcot utilise l'hypnose et le jeune Freud va voir le docteur Charcot, va assister à un certain nombre de séances et va lui-même commencer à utiliser l'hypnose. Problème avec l'hypnose, c'est que effectivement un souci psychiatrique peut se régler pendant l'hypnose, mais une fois l'hypnose finie, le problème demeure. Donc, le jeune Freud va se dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je suis médecin, je suis en train de faire un joli pansement, mais sur une jambe de bois. Donc, c'est pas satisfaisant. Alors, il a travaillé, enfin, il a fait son métier de médecin, et petit à petit, il a émis l'hypothèse que ce qui se produit dans l'hypnose, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir retrouver en dehors du phénomène hypnotique, et donc il va falloir pouvoir retrouver dans une espèce de cure qu'on va appeler la psychanalyse. Alors, je vous passe les détails. Il y a deux crans d'élaboration de la théorie. Ça ne nous intéresse pas trop. Vous trouverez ça dans tous les manuels, Wikipédia, tout ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est le texte qui est à la page 55 sur l'idée du refoulement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va reprendre la métaphore topologique. Alors, topos en grec, c'est les lieux. Donc on reprend la métaphore topologique. Vous imaginez un joli salon bien fait, bien propre, où tout est en ordre, ça c'est votre conscience. Vous imaginez une antichambre, où il y a quelqu'un, un majordome, qui règle les entrées dans le salon pour ne pas perturber le bien-être de la famille. Et puis, il y a, on va appeler ça la cave. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vaste dépotoir dans lequel sont entreposés tous nos souvenirs malheureux,
tous les événements qui ont créé en nous un grave problème, blablabla, blablabla. Donc tout ça, c'est à la cave, c'est bien enfoui, et puis de temps en temps, ça veut aller dans le salon, ces trucs moches. Et quand ça veut aller dans le salon, il y a un majordome qui dit, bah non. Bon, et ça, c'est le refoulement. C'est-à-dire que le majordome dit, retour à la cave, vous n'avez rien à faire dans les endroits bien polissés, bien propres, restez dans votre dépotoir. Ça s'appelle le refoulement, et donc, n'est-ce pas, nous serions des êtres qui fonctionnent, non, la plupart du temps, sous le régime de ce refoulement. En réalité, chez Freud, ce qui est à la conscience, ce qui parvient à la conscience, y compris dans le cas de névrose, y compris dans le cas de problèmes psychiatriques, ce qui parvient à la conscience, ma foi, c'est un tout petit peu de cette espèce d'immense dépotoir moche. Bien. Alors ça, c'est Freud expliqué à ma petite fille. Quel est le problème? Alors, premièrement, le problème, c'est que ça ne nous concerne pas. Nous sommes en philosophie, je ne suis pas médecin, vous non plus, je n'ai pas affaire à des patients malades, je ne sais pas les traiter, et tout ce qui concerne le traitement clinique ne nous concerne pas. À la limite, Freud peut nous être utile si nous avons à rédiger la rubrique psycho coincée entre mon shopping et les recettes de cuisine dans un magazine pour célébrités, ça peut être, mais ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que la philosophie n'a pas à s'occuper de ce genre de problème. Voilà, ça faut être clair. La philosophie, c'est l'effort conscient, l'effort voulu, l'effort libre, pour penser l'homme tel qu'il est. Et cet homme tel qu'il est, c'est cet homme problématique. Mais l'hypothèse clinique de la psychanalyse, ma foi, ne relève pas de cette tentative de description plus ou moins adéquate de la condition humaine. Pourquoi prendre la psychanalyse et pas je ne sais trop quel autre mode ou modèle de traitement psychiatrique? Il n'y a aucune raison. Enfin si, il y en a une, mais elle est complètement idéologique. C'est-à-dire que Freud est le dernier, on va dire ça comme ça, c'est le dernier grand représentant de ce qu'on appelle les philosophies du soupçon, c'est-à-dire ce courant philosophique qui est né à la charnière 19e, 20e, où il n'était pas question d'élaborer quoi que ce soit, mais il était question de jeter le trouble, l'ombre, sur tout ce qui traînait. Alors, un des représentants de ces philosophies du soupçon, c'est Nietzsche, l'autre représentant, c'est Freud. Alors, vous lirez avec attention le texte numéro 6, 3 blessures narcissiques, parce que ça vous donnera cette espèce d'ambiance soupçonneuse. Il faut absolument que l'homme ne soit rien. Je vous signale que ces philosophies du soupçon sont exactement contemporaines de toutes ce qu'on hésite à appeler des philosophies nihilistes, c'est-à-dire de tout ce que vous trouverez dans Dostoïevski, par exemple. C'est ce nihilisme où rien ne vaut. Rien, pas même une vie humaine. Donc, cette philosophie du soupçon, on peut trouver ça agréable, on peut aussi trouver que ça n'a aucun intérêt. Bon, donc, problème avec la psychanalyse, pourquoi choisir ce type de résolution clinique et pas un autre? Alors, attention, entendons-nous bien,
ce phénomène peut-être du refoulement, qui est fondamental en psychanalyse, ce phénomène du refoulement, il est possible, et il est même certain, que c'est une interprétation théorique juste dans un cadre clinique. Ça veut dire que la psychanalyse peut aider, et aide de fait, des gens à moins souffrir. Donc il faut être très clair là-dessus. Le jugement que nous devons poser dans un cadre philosophique sur la psychanalyse n'est pas un jugement sur les bienfaits cliniques de la psychanalyse. Ça, il faut être très clair. Les psychanalystes, ma foi, ce sont des médecins, ce sont des docteurs, ce sont des soignants qui ont affaire à des gens qui souffrent et qui, par cette interprétation théorique et cette pratique analytique, ma foi, soulagent les gens qui souffrent. Donc, c'est pas ça dont il est question. Il n'est pas question de dire oui, la psychanalyse c'est rien, c'est du pipeau, c'est pas vrai, ça soigne. Enfin non, ça ne soigne pas parce que la théorie psychanalytique dit qu'on n'est jamais soigné. Mais bon, peu importe, en tout cas ça soulage la douleur. Donc rien que pour ça, il n'y a aucun problème avec la psychanalyse. Le seul problème, c'est de savoir pourquoi on utilise à foison ce système. Alors, inconscient, moi, conscient, etc., etc. Pourquoi utilise-t-on cette topologie du salon, de l'antichambre et de la cave? Alors, cette typologie a, comment dirais-je, a un grand intérêt, enfin a eu un grand intérêt. Ça a été très à la mode quand je faisais mes études, par exemple. Si vous n'étiez pas d'accord avec la psychanalyse, eh bien, ma foi, c'est que vous étiez vraiment une espèce de monstre antédiluvien qui ne comprenait rien à l'existence humaine, blablabla. Bon. La critique que l'on peut faire et que l'on doit faire en philosophie, c'est pas une critique, comment dirais-je, épistémologique. Ça a été fait. C'est-à-dire qu'un certain Popper, dont nous avons déjà parlé au début de l'année, vous vous souvenez l'histoire de la falsifiabilité. Une science n'est une science que si elle possède en elle-même le moyen, de s'avérer théoriquement fausse. La falsifiabilité, je vous l'ai expliqué, ça n'est pas du tout le fait qu'on pourrait mentir, qu'on pourrait détourner, etc., etc. Non, c'est le fait que l'on peut démontrer que c'est faux. Et à partir du moment où une connaissance comporte en elle-même le moyen de sa critique, on va dire ça comme ça, comporte en elle-même le moyen de sa critique et le moyen de dire, eh bien, telle hypothèse est fausse, alors ce système de connaissance peut s'arroger l'épithète de scientifique. Bon, ça c'est Popper, et Popper a fait tout de suite une remarque sur la psychanalyse en disant attention, la psychanalyse n'est pas falsifiable. Je ne peux pas, à l'intérieur de la psychanalyse, dire que c'est faux. Je ne peux pas invalider la théorie psychanalytique. Alors, Freud va répondre à ça. Et il va répondre de manière très pratique en disant, mais si, c'est une hypothèse que je ne peux pas, et là je fais appel au texte de la page 57, c'est une hypothèse que je ne peux pas valider directement, mais que je peux valider indirectement, parce qu'elle me permet de rendre cohérent ma pratique clinique. Pardon, me permet de rendre cohérente ma pratique clinique. Vous voyez ? Donc, j'allais dire, la justification de Freud, elle tient debout. C'est-à-dire qu'effectivement,
il y a dans la connaissance beaucoup de choses que nous ne pouvons pas valider immédiatement, directement, que nous ne validons que par médiation. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le problème derrière la notion de falsifiabilité de Popper, ça va être quoi? Eh bien, ça va être que la psychanalyse est tentaculaire. Elle est tentaculaire. Pourquoi? Eh bien, parce que le principe de base, c'est qu'en fait, dans notre dépotoir, là, dans notre cave, où nous ne pouvons jamais aller, attention, Freud est très clair là-dessus, nous ne pouvons jamais, jamais, jamais avoir accès à l'inconscient. Ça, c'est théorique. Nous ne pouvons qu'à peine entrevoir ce qui se passe dans l'antichambre. Nous ne gérons que du conscient. Mais que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que l'interprétation freudienne va se condenser, se coaguler dans tout ce qui est sexuel. C'est-à-dire que on va avoir affaire à une espèce d'interprétation monosémique. Il n'y a qu'un seul sens à donner, c'est une interprétation sexuelle. Alors, quand je vous disais que l'extrême danger de cette affaire-là, c'est cet aspect tentaculaire, eh bien, ça veut dire que je vais devoir passer à la moulinette absolument tout, mais tout, à travers l'imaginaire sexuel. Et la psychanalyse prise de cette manière va, comment dirais-je, bon, on hésite à employer le terme, mais tant pis, va opérer une espèce de totalitarisme intellectuel. Vous n'êtes pas d'accord avec la psychanalyse, vous pensez que cette histoire d'inconscient, peut-être que du point de vue clinique ça fonctionne, mais vous avez des réserves à faire dessus, parce que peut-être que c'est... Oui, mais, dira Freud, lorsque vous parlez comme ça, c'est que vous avez un vrai problème névrotique avec votre... Donc, c'est que votre inconscient vous oblige à dire que l'inconscient... vous voyez? On n'en sort pas. On n'en sort pas. C'est une espèce de pensée totalitaire. Vous pensez que... je ne sais pas, enfin n'importe quoi, vous tondez votre pelouse parce que ça fait 2-3 jours qu'il n'a pas plu et que ça pousse. Ah, vous avez un vrai problème. Le fait de tondre la pelouse, c'est le symptôme d'une névrose que nous allons essayer de traiter. Pourquoi vouloir tondre la pelouse et ne pas laisser la végétation? Pourquoi avoir ce rapport technique avec le monde alors que la nature, la pelouse ça pousse, l'herbe ça pousse? Pourquoi vouloir contraindre la nature? Vous voyez, vous avez certainement eu dans votre enfance un événement traumatique. Alors peut-être que cet événement traumatique, c'était un jour où, lorsque vous aviez 2 ans, eh bien, vos parents vous ont emmené chez le coiffeur, et là, ça a été le drame. Donc, vous voyez, n'importe quel geste, n'importe quoi, mais absolument n'importe quoi, peut, et si je suis psychanalyste, doit être passé à la moulinette de cette interprétation. Donc, c'est pour ça que la théorie psychanalytique ne peut pas avoir droit de cité en philosophie. Ça n'est pas possible pour la bonne raison que nous sommes obligés à ce moment-là de ne plus penser, ou plutôt de penser à travers cette grille d'interprétation unique et totalitaire. Totalitaire. Voilà. Donc, je suis désolé, l'opération Freud va s'arrêter là. Alors, petit détail de dernière minute, attention, attention,
L'inconscient, ça n'est pas l'inconscience. Bon, je vous le dis parce que j'ai trouvé ça dans des copies. Ce n'est pas parce que je ne suis pas conscient de quelque chose que ça relève de l'inconscient. D'accord? Ça, c'est très très clair. En psychanalyse, il ne faut absolument pas confondre le fait d'être inconscient de. Oui, j'ai pas conscience de ce que j'ai fait hier à 10h03. Je ne sais pas. Oui, un peu. Je me souviens que je me préparais à la messe. Bon, très bien. Mais 10h03, qu'est-ce que je faisais? J'en sais rien. 10h04, pas plus, pas moins. Bon, ça n'a rien à voir avec l'inconscient. Absolument rien. D'accord? Donc, faites bien la différence entre la conscience, les opérations qui sont accompagnées de ce jeu transcendantal qui accompagne toutes mes représentations. Allez, parce qu'il y a un petit rappel, une petite piqûre de rappel de la semaine passée. Ça s'appelle la conscience de soi, si vous voulez. Rien à voir avec l'inconscient. L'inconscient est une hypothèse clinique et rien de plus, mais rien de moins non plus. Donc voilà, nous avons fini avec la psychanalyse. J'espère que vous avez bien perçu pourquoi la psychanalyse. Je me suis toujours demandé ce qu'elle fait là dans un cours de philo. Bon, qu'on y consacre un petit quart d'heure, c'est très bien pour que vous soyez à peu près au courant. Qu'on en fasse plus me paraît indécent par rapport à l'entreprise philosophique. Alors, ça peut-être que, je vais conclure là-dessus, peut-être que ça vous permettrait, peut-être que ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la philosophie. La philosophie, ça n'est pas, encore une fois, le règlement possible de nos petits soucis psychologiques. Ça n'a rien à voir. La philosophie est une tentative de réfléchir à l'existence commune. Or, l'existence commune, retour à la psychanalyse, l'existence commune est une existence difficile. L'existence commune est une existence où nous sommes pris, que nous le voulions ou non, dans un certain nombre de déterminations psychologico-psychiatriques. Et ces déterminations font que nous sommes pour nous-mêmes un être complexe. Bien. Et c'est cette complexité dont doit s'occuper la philosophie, mais pas avec l'ambition de résoudre cette complexité, mais avec l'ambition de comprendre cette complexité dans le monde. Oui, je suis complexe, oui, je suis sans doute névrosé, enfin bon, je ne suis pas psychanalyste et vous avez compris que c'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais un psychanalyste me dira, mais de toute façon, vous êtes comme tout le monde, vous êtes névrosé, vous avez refoulé tout un tas de machins. Très bien, bon, ça c'est son problème, c'est pas le mien. Oui, il y a des choses comme ça dans la vie humaine. Et c'est avec ces choses comme ça, alors la psychanalyse, pourquoi pas, mais pourquoi pas d'autres théories psychiatriques, cliniques, on va dire, c'est avec tout ça qu'il va falloir penser et vivre ce que vous et moi, nous sommes. Et nous allons aborder maintenant, enfin, des choses intelligentes, c'est-à-dire qu'on va enfin commencer à réfléchir, et nous allons réfléchir avec la question majeure qui va pratiquement nous occuper jusqu'à la fin de l'année, parce que elle est au centre de ce qui constitue notre condition humaine.
le problème de l'altérité, le problème d'autrui, le problème de ces rapports complexes, jamais paisibles avec autrui. Donc c'est ça qui va nous occuper. Donc la psychanalyse, l'inconscient, voilà, vous savez que c'est une hypothèse, pourquoi pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça n'est pas vrai. En tout cas, ça soulage la douleur d'un certain nombre de gens, donc parfait, rien à dire là-dessus. Du point de vue philosophique, l'entreprise totalitaire de la psychanalyse, eh bien, doit être rejetée. Parce que si vous êtes psychanalyste, eh bien, il n'y a plus aucune place pour aucune autre possibilité de penser. Bon, bah, si, il y en a. Ça fait quand même, avant monsieur le docteur Freud, il y a des gens intelligents. Après Freud, il y a eu aussi des gens intelligents, même si pour un freudien, ça paraît assez étonnant. Donc, nous allons désormais nous occuper de choses très intéressantes et voire plus qu'intéressantes puisqu'elles sont centrales, à savoir on va s'occuper du problème de notre vie avec et pour les autres. Alors c'est formidable parce que normalement, eh ben, autrui n'était pas à votre programme, et ben voilà, il y entre. Merci le coronavirus qui nous permet de pouvoir réfléchir et pas de préparer un examen. À demain.